Bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous n'êtes pas trop crevé. Moi, je suis cramé, mais c'est normal. Du coup, je vais vous parler de Drink-Based Development et comment alléger votre Git, mais pas que. Et on va voir ça. Avant de commencer, un petit mot pour les sponsors. Merci à eux pour faire en sorte que cette conf fonctionne et mieux. Et merci aux organisateurs, sans qui nous ne serions pas là. J'aime bien rappeler le petit cadre de sécurité. On n'est pas là pour juger les pratiques des uns ou des autres. On est là pour partager. Donc on n'a pas tous la même manière de travailler. Donc c'est important aussi qu'on soit, j'aime bien celle-là, la dur avec le code, doux avec les gens. Et je pense que ça s'adapte à plein de situations. Et celle-là, je l'aime bien, la loi de la mobilité, parce que je suis assez adepte. J'ai du mal à rester en place. Du coup, je papillonne très souvent, donc je ne vous en voudrais pas si vous quittez. Vous avez sûrement mieux à faire, et c'est tant mieux. Je vais vous parler un peu de moi. Alors moi, je m'appelle Raphaël de Couchant et je travaille pour Orange et je suis développeur depuis bientôt 14 ans. Moi, je suis tombé dans la marmite Java depuis le début. J'y suis plus ou moins resté et en ce moment, j'ai basculé du côté Kotlin depuis plus de 3 ans. Je regrette pas, c'est super, faites-en. Je suis peut-être un dernier réfractaire au télétravail. Moi, j'adore le présentiel, j'adore voir mes collègues, j'adore prendre des cafés, j'adore voilà, s'engueuler en face à face, c'est rien de mieux. Donc c'est génial. Et j'adore les coding dojo que j'anime avec grand plaisir. J'adore passer sur le grill de mes collègues parce que ça fait un peu prof. Et en vrai, ça va, je pense qu'ils le vivent bien. Aujourd'hui, on va parler des branches. Et normalement, vous devez tous savoir ce que ça représente, ça. Moi, ça a tendance à me faire flipper. Quand je commence à regarder des trucs comme ça, c'est que ça va pas. Donc, j'en regarde le moins possible. Bref, Git, c'est quand même formidable, malgré tout, hein. Donc, malgré ce que je vais dire aujourd'hui, Git, c'est formidable, et le modèle de branche, quand même, c'est assez remarquable. Et quand on me l'a présenté au début, j'ai trouvé ça génial, mais j'en suis très vite revenu. Ça, c'est mon côté réfractaire encore. Ouais, vous allez voir, vous avez beaucoup de choses à lire. Je suis désolé, hein. Ça va être long. Mais on va rester calme. Je sais que ça a tendance à tendre les gens quand on parle de leur manière de fonctionner avec Git. C'est une des choses que je me suis aperçu, c'est que on perd tout contrôle quand on parle de Git, de faire fonctionner les branches, les merge requests, les PR, comme ça. Oh. Donc, on reste calme. On est là pour parler de belles choses, de mieux travailler. Et on garde son esprit ouvert, on fait fonctionner son esprit critique à fond, et on fait attention à ce qu'on met dans la tête. Et si jamais je vous froisse parce que je dis quelque chose du coup, qui vous tient à cœur, c'est pas contre vous, je ne vous connais pas. Donc dites-vous que je l'ai dit parce que moi, ça me tient à cœur. Ça, c'est un peu ma représentation là, des branches. C'est un peu le bordel quand même, non? Pardon, oh, merde, je l'ai déjà dit. Pardon, non mais il y a plusieurs stratégies dans Git, donc il y a des tonnes et des tonnes d'articles, il y a plein de choses sur Internet, vous allez voir, il y a plein de gens qui vont vous dire comment vous bossez, et du coup je suis là. Vous allez voir, je vais vous dire une autre chose, une autre façon de travailler avec Git. Et c'est la slide où il y a le plus de trucs écrits. Lisez pas tout, on s'en fiche, franchement. C'était juste pour montrer qu'il y a plein de trucs. Les gens, on donne des noms, on adore mettre des noms à des choses, et donc du coup, ça marche aussi pour les branches et les stratégies, notamment de branches. Et non, on ne va pas tous les voir, parce que déjà, j'en connais pas les 3/4, et ça m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est comment on travaille avec ça, comment les équipes travaillent avec ça. Et on va commencer tout de suite par ce que j'appelle entre guillemets la base. Il y a des bubules, donc c'est les commits, hein, on est d'accord. Quand j'ai mis un petit numéro, ça veut dire que c'est un tag. Là, c'est les branches. Voilà. Donc là, on est dans le modèle de base.
Je sais pas depuis quand vous faites du Git, mais ça, j'ai mis main, j'ai enlevé master, parce que ça se dit plus trop. Petite info pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas obligé d'avoir un main ou un master dans Git. On peut le renommer comme on veut. Si on a envie de l'appeler Toto la tutu, ça marche. Donc Git n'est pas prescriptif là-dessus. Et dans ce modèle-là, moi en tant que développeur, voilà, par exemple, on a une V1, elle tourne bien, et j'ai envie de faire une nouvelle fonctionnalité, je vais tirer ma petite branche, je vais commencer à travailler dessus, je vais committer, je vais faire tout le mal que je peux à cette pauvre fonctionnalité, à ce pauvre arbre de commit. Et à un moment, je décide, en fonction de si je suis en train de faire un hotfix ou une nouvelle fonctionnalité, de revenir sur mon main. Parce qu'a priori, le main, c'est là où on va en prod. Et dans ce modèle, les branches, elles vivent plus ou moins. Voilà, de quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années. On rigolait pas, hein. J'ai un projet, ils m'ont mergé une branche de 3 ans et ça s'est super bien passé. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait rigoler, parce que c'est pas moi qui merge. Là, j'ai une question pour vous. Je suis super intéressé, si vous ne me moquez pas. Qui connaît Gitflow? Au moins 2 noms. Ok, qui l'utilise? Enfin, qui l'applique? Courage. Alors, pour la petite histoire, Gitflow, quand j'ai appris Git, on m'a tout de suite dit, nous ici, on fait du Gitflow. Et moi, comme je suis un peu... J'aime bien savoir ce que j'utilise, je suis allé lire des trucs sur Gitflow, je suis allé voir comment ça marchait, je me suis renseigné. Et putain, le bordel. Bref, pardon. Ça allait pas dans mon cadre de pensée. Mais bon, j'ai dit, ok, on va faire du Gitflow, et on va voir ce que ça donne. Le problème, c'est que l'équipe qui m'a dit qu'on faisait du Gitflow, ils en faisaient pas. En fait, je pense qu'ils n'ont jamais lu le truc. Du coup, je leur ai dit, on peut arrêter de dire qu'on fait du Gitflow. Globalement, on a dit oui, et on a fait du à l'arrache comme d'hab. Donc c'est très bien. Mais en gros, Gitflow, vous avez un main, et main, il est sacré, vous n'avez pas le droit de travailler dessus. Ok? Si jamais il y a un... Donc main, c'est ce qui va en prod, comme d'habitude. Ça ne change pas. On fait des jolis tags. Des jolis tags où on merge dessus. Soit on merge à partir d'une release, soit on merge à partir d'une hotfix. Donc hotfix, c'est j'ai un premier en prod. Je tire une petite branche. Alors j'ai mis une petite pastille pour dire que c'était un bug facile à résoudre. On merge sur main. Et bien sûr, on n'oublie pas de ramener tout ça sur develop. La release, on part de develop, parce qu'il a notre branche de travail où les développeurs ont le droit d'aller foutre un peu tout leur bordel et de faire des rebase et des merges, enfin bref, le genre de truc qu'on adore. Et on tire, une fois qu'on est content de l'état du logiciel, on tire une petite branche release à partir de notre develop, sur laquelle on va soit rien faire parce qu'on est super content dans l'état où il est, soit lui ajouter plus des petits trucs, histoire que notre version là, elle ait un sens. Et on n'oublie pas, si on a rajouté des petits trucs sur notre branche release, de revenir sur develop. Simple. Et on retrouve nos branches features qui viennent de develop. Ok. Ouais, bon. Enfin, je vous l'ai fait en rapide, mais dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, les devs, de toute façon, ils tirent de n'importe où. Généralement, ils ne savent pas d'où ils sont partis, ils se rebaisent un peu n'importe où, parce qu'on leur dit, tu te rappelles, on avait dit qu'on ne tirait pas à partir de main les branches de feature. Ah merde, ouais, putain, c'est vrai, je suis pas sur la bonne branche, etc. Bref. Donc vous avez compris, j'adore Gitflow. Mais ceux qui l'utilisent très bien, j'espère qu'il vous apporte plein de bonheur. Et moi, celui que je vais vous présenter là, c'est le Trunk Based Development. Donc c'est un truc, voilà, il y a un main comme les autres, il y a des tags, il y a des commits, et il y a des features. Et là, normalement, vous devez crier, mais attends, tu te fous de notre gueule? C'est pareil que ça. Pardon. Non? Je vous le remets. Non, c'est pareil, on est d'accord. Ce qui est bien avec les petits schémas, c'est qu'en fait, ça dit tout et rien. Donc, ce qui est bien, c'est que derrière, en fait, c'est pas du tout pareil. Ce qui est pas du tout pareil, ce qui est vrai, alors, je vous donne la version littérature. Ce que j'ai trouvé le plus.
Donc la feature, je la tire bien de mon main, c'est bien sur main que je suis en train de travailler, donc toutes les petites pastilles ici, là, elles viennent pas forcément d'une feature, elles peuvent venir d'une hotfix, elles peuvent venir de n'importe où. Les développeurs, ils travaillent sur main. Et là, généralement, c'est ceux qui aiment bien les branches, donc ils tirent une petite feature, ils font leur boulot, et après, ils se ramènent tout ça sur main. Ça ne change pas. La seule contrainte, c'est que dans le Trunk-Based Development, ces branches-là, elles doivent avoir une durée de vie très courte. Alors, on oublie les semaines. Jours, ça passe encore, mais très vite, il faut revenir sur main. Le but, c'est de rester le moins de temps possible en dehors de main. Donc c'est ça la grosse différence avec l'autre. Et on va voir d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est quoi le meilleur modèle? Je vais un peu tuer la question, mais en fait, on s'en fout. Ou plutôt, tous, aucun, le vôtre, celui du voisin, celui que vous avez choisi. C'est ça le meilleur modèle. Moi, j'ai choisi. À vous de faire votre choix. Et vous avez le droit de changer d'avis. Mais pour moi, c'est pas la vraie question. Quand on broche avec des branches, c'est pas la question de savoir si branche ou pas branche. C'est pas ça la vraie question. Donc, ok. Si c'est pas ça la vraie question, quelle est la vraie question? Avant de répondre à une question, il faut trouver la question. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. J'adore les petites histoires. Je suis un développeur et j'ai tiré une branche depuis main et je suis sur ma track là. Je fonce et j'empile les commits comme des wagons là. Et je suis bien. Je sens l'air dans mes cheveux. Je suis vachement content de ce que je fais. C'est génial. Et puis, il y a un moment, ça fait boum. Pourquoi ça fait boum? Quelqu'un a une idée? Ah ouais, rebase, ouais, c'est ça, ouais. En fait, en gros, on a mergé, quoi. Parce que vous étiez bien sur votre track. Vous étiez bien, sauf qu'il y en a d'autres qui étaient bien aussi à côté de vous. Et il y a un moment, il faut que vous vous rejoigniez. Et c'est là où ça fait mal. C'est là où ça impacte. Et justement, le Trunk-Based Development, il essaye de résoudre ça. Parce que c'est ça, la vraie question. C'est comment je gère les merges, comment je gère les conflits. Moi, j'appelle ça le Git merge L. Je ne sais pas si c'est courant, mais moi, ça me fait... rien que d'y penser, ça... Oh là là. Juste pour la petite anecdote, la même équipe qui a mergé, parce que décidément, je vais taper sur la même équipe, hein. La même équipe qui a mergé une branche de 3 ans et que ça s'est pas bien passé, bon, voilà. À un moment, j'ai vu un de mes collègues un peu en détresse et je lui demande qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air pas bien, quoi. Alors que le mec, d'habitude, il est enjoué, il est bien, il est calme, et là, il était vraiment pas bien. Et le mec, il me dit, mais ça fait 1 semaine que j'essaye de merger toutes les branches qu'on a ouvertes pendant 3 mois. Je lui dis, ok, ouais, je comprends pourquoi t'es pas bien, ouais, ça marche, mais ça arrive souvent? Il me dit, bah ouais, tous les 3 mois. Et je lui dis, mais c'est tout le temps toi? Il me dit, bah oui, parce que je suis vu comme le tech lead, et le tech lead, c'était lui qui émergeait toutes les branches. Donc toutes les autres, ils étaient sur leur track, hein. Ils y allaient à fond, et lui, après, il ramait. Ouais, je comprends pourquoi il n'était pas bien. Je me demande même pourquoi on l'a pas vu avant et pourquoi il n'a pas refusé de faire ça avant. Mais bon, c'est parce qu'il était trop gentil, je pense. Il est toujours trop gentil. Pensez pour lui. Ok, donc maintenant qu'on a vu quel était le problème, je vais vous parler de, pour moi, la solution. Je vais vous parler du Trunk-Based Development et d'éviter justement ces croisements. Donc on va rouler tous ensemble sur la même route. Vous allez voir, ça va bien se passer. Et il y a un truc, bon, vous ne me connaissez pas, enfin, il y a un peu, certains qui me connaissent, mais je déteste les dogmes. Quand quelqu'un me dit, c'est comme ça qu'on fait, et que je lui demande pourquoi, et qu'il n'est pas foutu de me le dire, généralement, je ne vais pas le lâcher. Donc bien souvent, il va me dire, c'est comme ça, et puis tais-toi. Donc je vais aller chercher. Et puis souvent, je reviens le voir, je lui dis, j'ai trouvé. Ou alors, je vais lui dire, non, j'ai vraiment pas trouvé, je comprends pas ton truc, donc je vais pas le faire. Je suis assez têtu là-dessus. Donc, ok. Et il y a un dogme pour moi qui est arrivé avec les branches,
c'est main, elle est devenue sacrée, cette branche. Je n'ai pas compris pourquoi. On m'a dit, on ne pousse jamais sur main, on ne travaille jamais sur main. Et puis quand on fait des rebase, on se réunit tous, et on prie le dieu merge, que tout se passe bien. Je dis, mais pourquoi? C'est quoi le délire avec main? Et là, je vais encore vous raconter ma vie. Quand j'ai commencé à bosser, j'étais pas sur Git. Ça fait vieux, mais c'est pas si vieux que ça. Et donc, dans l'équipe, on utilisait SVN, Subversion. Et dans ce SVN, il n'y avait pas de branches. Ou plutôt, il y avait des branches, mais personne ne les utilisait parce que c'était un tel bordel que non, c'était même pas une option. On n'en discutait même pas. Et donc, sur SVN, il y avait un trunk. Et on poussait tous sur trunk. Et dès que quelqu'un cassait le trunk, généralement, on débarquait tout de suite à côté de lui, on lui disait « Hé, t'as cassé le trunk ». Alors généralement, bon, ok, on se mettait avec lui, puis on réparait les problèmes. Ce qui était sympa aussi. Sauf qu'il faisait vraiment des gros problèmes. Mais bon, après, ça c'est autre chose. Donc c'était pas forcément mieux, hein. Je suis pas en train de dire utiliser Subversion. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'était un autre contexte, et que c'est comme ça que j'ai appris à bosser. On avait un trunk, l'équipe était sur le trunk, on bossait sur le trunk, et quand on pétait le trunk, c'était un problème d'équipe. Donc, en gros, si je résume, si je reprends mes petites bubules, c'est ça. Il n'y a pas de branche, tout le monde empile les wagons à la suite, et tout se passe bien. Et je vous ai dit, les modèles, les schémas, c'est super, parce que ça dit plein de trucs, mais ça n'en dit pas plein de trucs. Donc, tout se passe bien, ouais, ça dépend des équipes, encore une fois. Mais ok, donc ça se passait comme ça, et c'est un peu comme ça que je vois le développement sur Git aussi actuellement. Mais du coup, bref, c'est quoi le problème avec ces branches, avec ces merges là? Vraiment, qu'est-ce qu'on va chercher avec ça? Alors déjà, je vais vous parler Vous connaissez le context switching? Normalement, ouais, je vois des têtes qui font comme ça, je vois des têtes qui font comme ça, alors du coup, je vais expliquer rapidement. Le context switching, c'est qu'on est humain et on a une capacité limitée à changer de sujet. Donc, le sujet peut être, je sais pas, on va passer d'une activité à une autre, hein, comme par exemple intervenir sur 8 projets à la fois, et ben ça ne marche pas. On n'arrive pas à bosser sur 8 projets. Celui qui y arrive, et ben félicitations. Moi, j'y arrive pas en tout cas. Et donc, ce que vous avez dans la tête, eh ben, il faut le remplacer par le nouveau contexte. C'est-à-dire que je bosse sur une appli front, c'est pas pareil que si je vais sur une appli back, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes, parce que j'ai pas le même contexte. Et ce changement de contexte-là est très lourd. C'est-à-dire que pour se reprogrammer dans le nouveau contexte, ça nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et généralement, on n'aime pas ça. Et bien, avec les branches, c'est pareil. Si je suis dans ma branche et que je suis en train de faire la fonctionnalité A parce que c'est ma priorité, et que mon collègue est sur la fonctionnalité B, il va me dire « Hey, viens !» On est d'accord que je suis un canard à ce moment-là. Je me pointe à côté de lui, il me parle de son problème, je fais comme ça, et soit il trouve la solution, soit il ne trouve pas la solution, et à ce moment-là, ça va me demander un peu plus d'effort. Mais la plupart du temps, je n'ai pas changé de contexte. En fait, j'ai juste écouté, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que les branches, ça vous demande en permanence de faire ça. Je vais prendre un exemple un peu plus concret. J'ai fait une V1, et il y a un problème sur la V1. Je me mets sur le hotfix de la V1, et il y a un collègue qui m'appelle sur la V2. Je vais revenir, et je vais venir avec mon contexte de la V1, et il va me réexpliquer, et je vais lui dire des choses, il va me dire « Mais non, mais ça, on l'a changé, ça, en V2. » Donc je vais perdre du temps, il va perdre du temps. Bref, tout le monde perd du temps. Donc c'est ça le contexte switching. L'avantage du trunk base, là, en fait, le contexte, c'est toujours le même. On est toujours sur le même contexte. On parle de la même chose au même moment. Si je suis en train de bosser sur le trunk, il est aussi en train de bosser sur le trunk, donc en fait, on n'a pas besoin de se mettre dans un mode différent. Un autre problème avec les branches, c'est ça là. Ça, j'adore ça. Là, c'est quand j'ai fait ma branche, c'est chez moi, quoi.
Là, je défends mon territoire. Je suis en train de jouer ma vie, quoi. Là, c'est la mienne. Et puis alors, le nombre de fois où j'ai entendu et la fonctionnalité machin, elle avance? Ah bah non, 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 mais Robert, il est parti en vacances, là. Il a fait ça dans sa branche, personne ne sait ce qu'il a fait. Non, non, on touche pas, hein. Et t'as le PO qui fait non, mais sans déconner, on va pas attendre que Robert y rentre. Il est parti en 3 semaines, là, en ski, là. Ah si, si, on va attendre que Robert y rentre. À part si le PO, vraiment, il arrive à nous bouger, mais on va l'attendre. Et la plupart du temps, c'est que Robert, quand il va revenir, il dit bah, elle est où ma branche? Bah, on a fini ta fonctionnalité. Quoi? Ma fonctionnalité? Vous avez fini ma fonctionnalité? Donc ouais, une branche, c'est comme un petit territoire et vous allez le défendre. Alors plus ou moins en fonction des personnes, mais ça peut poser des problèmes dans les équipes. Et puis il y a les commits. Quand je suis dans ma branche, eh ben, j'ai pas besoin de faire des petits commits. Parce que si je bosse une semaine, que je fais un gros commit à la fin de la semaine, c'est quoi le problème? Ça va gêner qui? Personne, puisque je suis dans ma branche. Mais plus insidieusement, en fait, le problème de ces gros commits là, c'est un peu comme quand vous livrez une version en prod. Vous savez, les grosses versions là où on vous explique que si vous livrez 2 fois par an, bah ça permettra de faire moins de problèmes en prod. Enfin, en tout cas, au déploiement. J'ai jamais compris ça. C'est vrai que quand tu as béné un semi-remorque de terre devant ta baraque, ça se passe vachement mieux que si tu as une petite brouette. Non. Non, non. Du coup, c'est pareil pour les commits. Quand j'ai des gros commits, eh ben, ça se passe mal. Et puis ça se passe mal surtout, comme on l'a vu, quand je fais du merge. Forcément. Donc quand je suis dans ma branche, je fais les plus gros commits. Et ça, le Trunkbase, il vous, entre guillemets, il vous oblige à faire des petits commits. C'est le but. Parce que si vous voulez pas vous taper un merge de l'enfer avec tous vos collègues qui ont poussé 10 commits avant vous, et puis, alors, je vous l'ai dit, hein, j'ai jamais les branches et tout ça, mais alors, c'était pas mon truc, mais alors les PR et les MR, les merge requests, j'ai jamais compris, j'ai jamais aimé, et les seules fois où je suis arrivé dans des équipes où on m'a dit « Hey, il y a la merge request, tu peux me la valider ?» Dans les 30 secondes, j'étais à côté du mec, j'ai pas compris ce que tu me demandes. Bah si, il faut valider la MR. Je lui dis « Attends, ta MR, là, tu es en train de me parler de ta fonctionnalité que ça fait 2 semaines que tu es en train de développer, là? Moi, je lis pas ça, hein. J'ai autre chose à foutre de mes journées. Mais si, si, c'est important parce que dans notre process, on a dit il faut valider. Il faut faire du revu. Ah, et bien alors à ce moment-là, moi je suis d'accord pour valider ta MR, mais par contre, tu restes à côté de moi et tu m'expliques. Moi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Donc vas-y, raconte-moi ton histoire de ta MR. J'ai jamais validé une MR, hein. Généralement, on ne me demandait plus. Et ça se passait très bien. Et il y a un autre truc très rigolo avec les MR, avec les merge requests, c'est que quand vous avez 10 lignes de code de modifier, généralement, on est capable de trouver 10 défauts. 100 lignes de code, c'est foutu. Je valide. Ok, ça c'est de la revue, hein. Bravo. Donc généralement, c'est je valide. Bon. Donc j'ai pas trouvé ça très efficace. Donc j'ai enlevé ça de mon scope. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est avec les branches, en fait, l'équipe a tendance à comment dire ça? À surcomplexifier, à complexifier leur pipeline. Parce que bien évidemment, on fait des branches, donc on met des pipelines en face, que ce soit avec GitHub, GitLab, peu importe le produit que vous utilisez. Et donc, généralement, vous avez des tests, j'espère. Et généralement, vous allez mettre en place des pipelines qui vont, si ça se trouve, déployer votre branche sur un environnement à part. Pour, encore une fois, je suis dans mon château et ne m'écrase pas mon environnement, sinon je vais râler. Donc c'est vachement bien parce qu'en plus ça complexifie à mort vos pipelines, plus personne s'y retrouve et dès qu'il y a un truc qui pète, bah tout pète. Pour encore taper sur la même équipe, décidément ils vont avoir les oreilles qui sifflent. Dès qu'ils poussaient sur une branche à déployer des 50 peut-être conteneurs sur des machines différentes, ils ont surdimensionné des VM, ils avaient plus de 100 VM à gérer. Les mecs, ils étaient 6.
ça me paraît complètement abusif, mais ils étaient contents, parce que quand ils étaient sur leur branche, ils avaient leur environnement. Leur pipeline se pétait la gueule toutes les heures. Il y a quelqu'un qui faisait retry en permanence, et apparemment, ça leur allait. Alors, pas moi. J'ai autre chose à foutre qu'aller appuyer sur un bouton de retry. Et encore une fois, on fait chacun des choix. Et le problème de tout ça, là, c'est qu'on rajoute du délai au feedback, qui me semble très important dans une équipe. Plus vous avez d'obstacles entre le moment où vous committez et le moment où il y a du feedback qui vous revient, c'est autant de temps que vous allez perdre, peut-être en x10 plus tard. Donc c'est super, hein, vous êtes dans votre branche, vous êtes dans votre environnement, tout va bien dans le meilleur du monde, sauf qu'il y a vos copains qui bossent à côté. Vous n'êtes pas tout seul, normalement. Et si vous êtes tout seul, vous ne mettez pas une usine à gaz pour déployer 48 environnements. Ok. Donc on a vu quelques désavantages. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce qui se passe bien avec Trunk-Based Development. Et la première chose, c'est que faut bien commencer quelque part. Donc je l'ai déjà dit, on fait des petits commits, histoire que ce soit moins douloureux. Les merges, c'est douloureux, donc on fait des petits commits, des petits changements. Et il y en a qui arrivent à très bien le faire. Dès qu'ils renomment une variable, hop, commit. Et généralement, quand vous avez des gens dans votre équipe qui font ça, qui ont adopté cette stratégie-là de dès que je fais un petit truc, je commit, généralement les autres ils gueulent. Parce que eux, ils ont fait des gros changements. Et quand ils commencent à revenir sur le main, généralement, ils viennent me voir, tu fais chier là. Tu m'as tout pété, tu bouges les fichiers, tu les renommes, machin, etc. La réponse qu'il y a à leur donner, c'est t'as qu'à pull plus souvent, et puis commit plus souvent, non? C'est peut-être mieux. Alors c'est un peu agressif, je suis d'accord, c'est un peu agressif. Donc généralement, on va essayer de lui dire, est-ce que tu pourrais pas faire des plus petits commits pour que ce soit moins douloureux? Et si tu veux, on peut travailler ensemble en plus. Ça peut être super. Et encore une fois, on réduit la boucle de feedback, puisque si je fais des petits commits, alors ma pipeline va passer, je vais avoir un feedback, et je vais savoir tout de suite si j'ai pété un truc ou pas. Et si j'ai commité 10 lignes, mon problème, il est dans les 10 lignes. Et je n'ai pas besoin de me talquer les milliers de lignes que j'ai bien stockées dans un coin comme un écureuil et que j'ai balancé au milieu pour tout faire péter. Je l'ai déjà dit, mais les tests, c'est important. Les tests, comme vous voulez, à toutes les sauces que vous voulez, ceux qui sont pertinents dans votre contexte, mais testés. Il faut absolument que votre code il soit testé. C'est même pas une option, en fait. Je passe très vite, mais pour moi, la qualité, c'est pas une option, c'est un prérequis. Et c'est comme ça qu'on bosse. Les tests, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous sécuriser. Si vous n'avez pas de test, ça veut dire que vous codez à l'aveugle. Moi, j'aime pas l'aveugle. J'aime pas coder à l'aveugle, donc j'aime bien être sécure. Les tests, je les run des dizaines, des centaines de fois, et je veux qu'ils me donnent un feedback. Encore une fois, on est encore dans le feedback rapide. Donc faites tout ce que vous pouvez pour rajouter des tests et qui vous soient utiles. La pipeline, en Trunk-Based Development, étant donné qu'on a une seule branche, elle est super simple. Elle se simplifie au maximum. Et vu que tout le monde est dépendant de cette pipeline, tout le monde est dépendant de cette usine qui va fabriquer votre logiciel, vous allez y mettre du cœur. Et généralement, vous allez la stabiliser au maximum parce que personne va aller cliquer sur un bouton pour relancer les pipelines. Et bien sûr, cette pipeline, elle doit être en capacité de valider vos commits. Si vous n'êtes pas capable, si vous poussez un truc, vous cassez un truc dans votre logiciel et que vous l'envoyez en prod, c'est que votre pipeline, elle n'est pas bien faite, dimensionnée, les tests, etc. Et donc, c'est bien parce que vous avez une occasion de vous améliorer. Donc ça, c'est un bon point. Et bien sûr, la pipeline, il faut qu'elle soit là comme garde-fou. Vous devez empêcher de déployer un truc de merde. Alors, je dis ça, mais il y a encore pas quelques semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit hey, « Regarde ma pipeline, super, hop, c'est vert !» J'ai dit « T'es sûr ?» Parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Il y a un truc qui a dû merder. Ah oui, il y a un truc qui a dû merder. Et quand on a regardé sa pipeline, dès qu'il y avait une erreur, elles étaient ignorées et on continuait.
Ah ouais, ça peut être tout le temps vert. En fait, le machin, il te répond OK, même si ça crache comme pas permis. Mais quel feedback ça lui a ramené? Rien du tout. Donc du coup, votre pipeline, elle doit être stable, elle valide vos commits, et surtout, elle doit se casser la gueule si jamais il y a un problème. Et la règle de base du TBD, on ne casse pas le pipe. Jamais. C'est une règle parce que vos collègues, ils bossent dessus. Vous n'êtes pas tout seul. On bosse dessus. L'équipe travaille dessus. Et on est tous dans le même bateau. Et si jamais le pipe se casse, qui va arriver, c'est pas grave. Le but, c'est chacun doit mettre son énergie pour rétablir le pipe au plus vite. On reste vert, c'est un peu comme dans le TDD. Hein. J'ai du rouge, je fais ce qu'il faut pour que ça passe au vert, et après je suis tranquille. Ben là c'est pareil, le pipe se casse, il faut que très vite vous veniez le réparer. Et ce qui est bien, c'est que vu que toute l'équipe est dépendante du trunk, et donc de ces pipes-là, et ben tout le monde va s'y mettre. Ça crée des belles synergies. Alors après, bien sûr, si quelqu'un vous vient vous gueuler dessus parce que vous avez cassé le pipe, c'est pas un problème de la méthode, ou de la méthode, en tout cas de la stratégie de branche, c'est plutôt un problème de personne. Et donc c'est pour ça que... Alors j'ai eu, il n'y a pas longtemps, j'ai une personne qui est arrivée dans une équipe qui utilise le Strungbase et en fait qui m'a dit qu'elle n'était pas bien. Parce qu'en fait elle s'est fait gronder, entre guillemets. Elle le prend comme ça. C'est-à-dire qu'elle fait un changement, le pipe se pète la gueule et on lui dit plus ou moins gentiment, ça je sais pas, c'est lui qui le ressent, mais en gros il n'était pas bien. Parce qu'on venait lui taper un peu sur les doigts. C'est pas bien de casser le pipe. Et plutôt que de le prendre comme une manière de s'améliorer et de dire bah ok, je vais essayer de voir pourquoi j'ai cassé le pipe et qu'est-ce que je peux améliorer, entre guillemets. Ben en fait, il a dit non, mais en fait, c'est votre méthode avec moi non pourri. Moi, j'adore mes branches, j'étais bien tout seul. Ouais, c'est bien ça le problème. C'est en fait, tu penses pas équipe. Ça, c'est mon avis. Et je me suis bien gardé d'aller voir l'équipe et lui pour leur dire ça. Parce que pour moi, ça reste un problème d'équipe, avant tout. Et étant extérieur à l'équipe, si on me demande, je donne mon avis, sinon, je me tais. Donc c'est important, quand vous bossez là-dessus, c'est de garantir de faire attention aux personnes, parce qu'il y en a qui peuvent le prendre très mal, qu'on vienne les voir en disant, un peu comme le tu qui tue, qu'on a vu notamment avec Christophe tout à l'heure. Le tu qui tue, c'est destructeur quand même. Donc on va essayer de faire une autre stratégie, de dire, vous avez vu l'équipe, le pipe il est cassé, est-ce qu'on ne remettrait pas d'aplomb? On ne vise pas la personne, et on l'invite à venir essayer de s'améliorer. Et bien sûr, on casse pas le pipe parce qu'on emmerde les collègues. Hein. Parce qu'on n'a pas envie d'être emmerdé, donc on n'emmerde pas les collègues. Petit bonus, entre guillemets, le TBD, ça accélère vos déploiements, pardon. Alors, je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais moi, je suis convaincu, pour qu'une équipe s'améliore, pour que les process se rodent et que le produit ait la meilleure des qualités, il faut déployer fréquemment. Il faut envoyer en prod comme une mitraillette. Il ne faut pas arrêter. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez en prod tous les jours et que tous les jours vous prenez des gadins parce que vous avez mal fait vos pipes, et ben ça vous fait mal. Et généralement, vous allez réparer. Et généralement, vous allez faire en sorte que ça n'arrive plus. C'est un peu ce que disait Arnaud Lemaire ce matin. Là, quand vous vous réveillez à 4 h du mat, vous assurez que ça pète plus. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est pour ça que généralement, quand quelqu'un, un jour il y a un ops, je lui dis oh, on peut déployer en continu là. Parce que dans CI/CD, vous savez, le D à la fin, là, c'est continuous deployment, delivery, peu importe ce que vous mettez derrière, mais c'est continuous. J'ai pas besoin que tu viennes appuyer sur un pipeline pour déployer en prod. Et ben il m'a dit, bah ouais, tu sais quoi, on va faire ça, et c'est toi qui te lèveras à 4 h du mat. Je lui dis chiche. Je lui dis, parce que t'inquiète pas, je vais faire tout ce qu'il faut pour pas me lever. Bon, il n'a pas... Non. Malheureusement, il ne m'a pas donné les clés. Mais j'étais à ça. Hein. Donc du coup, ouais, si vous voulez accélérer, on déploie très fréquemment. Et déployer fréquemment, ça réduit encore votre boucle de feedback. On ne répétera pas jamais assez. La boucle de feedback, super important. Ok, le TBD. Dans la littérature, j'ai été surpris parce que
en fait, on dit, ouais, ça marche vachement bien avec une petite équipe. Et dès que vous commencez à être un peu nombreux, bah, en fait, ça va plus. Généralement, tout de suite, on vous propose Gitflow. J'ai pas bien compris pourquoi. Parce que je vois pas. Honnêtement, j'ai expérimenté ça à 3 devs, à 6 devs, à 9 devs, et à chaque fois, ça a poussé sur le trunk, et à chaque fois, ça déployait, et il n'y avait pas de problème. Donc voilà, moi, je vous dis mon avis. Mon avis, pas de taille d'équipe particulière. Allez-y, mangez-en, c'est super. Et on m'a dit aussi, oh non, on va pas mettre ça dans les mains d'un junior. Ça aussi, j'aime bien l'expérience. Je vois pas le rapport non plus, parce que quelqu'un à qui on explique comment ça marche et comment on travaille, et si on travaille avec lui, bah pour moi, ça peut que marcher, qu'il soit senior ou junior. Là, tout à l'heure, il y a un collègue qui m'a dit, au fait, c'est rigolo, mais il y a un nouveau qui est arrivé dans l'équipe et on lui avait pas expliqué ce que c'était le Trunk-Base. Je lui dis, ok, et alors? Il me dit, ben, il a squash, rebase, push force, ça s'est mal passé. Ah, ouais. Et parce que cette personne avait l'habitude de travailler comme ça, il était dans sa branche. Donc c'est pas grave, ils ont reconstruit le trunk comme il devrait être et ils ont expliqué. Ils ont passé un peu de temps avec lui et j'espère que ça va aller mieux. Je vous ai dit au début, je suis pas adepte du télétravail, j'adore le présentiel. Pour moi, pour simplifier encore les merges, qui est notre problème que l'on veut résoudre avec ça, le mieux, c'est de travailler avec les autres, mais travailler avec les autres en permanence. Donc ça fait des années que je bosse que en mob. Donc je bosse avec 2, 3, 4 personnes tout le temps. Et on n'a plus de problème de merge parce que vu qu'on est tous alignés sur le code et vu que la revue se fait en permanence, ben on revient plus sur notre code. Il est à tout le monde. Donc ça évite l'effet c'est à moi. Donc ça c'est le petit bonus, c'est faites du mob, c'est super. Moi j'adore. Et refaites du présentiel, c'est bien aussi pour partager les croissants. Donc ça, c'est la forme finale. Pour vous dire, la petite différence avec tout à l'heure, c'est qu'il n'y a plus de tag. Je fais plus de tag depuis très longtemps. Maintenant, ce qui va en prod, c'est le chacommit de Git, parce que c'est le premier truc qui est unique, et puis ça marche très bien. Bon, ouais, la tête des PO, quand il m'a demandé la version, il me l'a demandé qu'une fois, hein. Parce qu'après, il a dit, c'est quoi cette merde? Je lui ai dit, bah, c'est ta version. Mais on ne peut pas les trier? Ah non. Je peux te donner la date si tu veux. Ah ouais, c'est bien la date. Et après, il allait tout seul chercher la date et ça allait très bien. Et du coup, j'utilise pas de version, encore une fois, c'est pour m'alléger. J'allège mon Git, j'allège mes processus d'équipe. L'équipe est alignée et on avance et on se concentre sur les vraies choses, apporter de la valeur. Parce que ça, c'est que de la technique. Et je suis pas là pour mettre des process et des process pour m'alourdir tout ça. Les gros avantages de ça, là, pour moi, j'en étais 3, mais c'est la flexibilité. On est très flexible. Il y a un problème, on le corrige, c'est fini, ça part en prod, et puis on en oublie, et on passe à autre chose. L'engagement des équipes, tout le monde, ça c'est une propriété commune. Et c'est super, parce que peu importe qui bosse sur le trunk, tout le monde est engagé. Tout le monde, c'est de la propriété de tout le monde, et donc, bah, ça ne peut que marcher. Et c'est la robustesse de la chose. Vu que c'est la propriété de tout le monde, on a tous envie que ça marche. Et donc, généralement, bah, ça marche. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai fait découvrir un peu des choses. J'espère que je vous ai donné envie, je ne vous ai pas trop froissé. Essayez, ça peut que bien se passer. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout de suite à virer les tags, etc. Si vous adorez le tag, bah, gardez-les. Si vous aimez les branches de features, gardez-les, mais essayez de les faire les plus courtes possibles. Et puis quand vous avez des MR, bah, allez voir les autres et demandez-leur qu'est-ce que tu as voulu faire, plutôt que de valider et d'appuyer machinalement, parce que ça, une machine, elle sait très bien le faire. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un feedback. Et puis si vous avez des questions, on a encore 5 minutes.
T'en prie. Actuellement, étant donné qu'on fait du mob... Ah, pardon, excuse-moi, oui. Est-ce que je pratique le trunk, donc du coup, avec des branches courtes, ou est-ce que carrément on empile les commits sur Dyn? C'est ça la question. Donc ma réponse, ça va être ni l'un ni l'autre. Vu qu'on bosse en mob, on est tout le temps ensemble, et en fait on tire une branche pour notre outil de mob, qui permet de faire de switcher toutes les 7 minutes, 7 à 10 minutes, là. Et dès qu'on a fini la session de mob, on remet tout ça sur trunk. Donc du coup, le trunk n'évolue pas pendant que nous, on travaille. Mais j'ai envie de compléter pour dire que si jamais il y avait d'autres personnes qui bossaient en même temps sur le trunk, je pousserais pour qu'on fasse plus du tout de branches, pour être tout le temps, du coup, à jour par rapport au trunk. Que ça répond à ta question. Donc pour clarifier, on fait pas de branches de feature. Les tests. Oui, est-ce qu'on commit juste quand ça marche? Oui. Alors, est-ce qu'on soit en capacité d'exécuter les tests, donc des pipelines, pour s'assurer que ça marche? Alors oui, il faut que tu aies des tests qui soient en capacité d'être joués sur ta machine. Ça fait partie du feedback court. Alors, ça dépend. Nous, on a tous nos tests qui sont joués dans la pipeline, on les joue sur nos postes. Et à chaque fois avant de committer, on lance nos tests et oui, ça part. Mais oui, il faut des tests de toute façon. Il faut pour valider, qu'on soit en capacité de valider sur ton poste ou sur un environnement distant très rapidement. C'est ça la règle. Si tu as un commit, la pipeline, alors, oui. Alors, généralement, ce que tu vas valider, c'est une modification sur le code à partir du moment où tu l'as tiré. Étant donné que tu pousses très régulièrement, généralement, tu vas valider ta modification sur la base de code, on est d'accord, que tu as tiré. Si tous tes tests passent, a priori, t'as pas cassé des trucs. Ouais, non, mais peut-être qu'avec la... Ouais. Alors, si ça casse, tu vas voir le collègue et tu lui dis, on pourrait pas bosser ensemble parce qu'apparemment, tu as cassé un truc. Parce que lui, il avait pas cassé. Ah, si tu veux dire que c'est lors du merge, ça s'est mal passé. Ouais, toi, tu n'as rien cassé à partir de là où tu es parti. Donc, tu repars de là où lui t'a laissé, ça casse. Alors, d'après ce que j'ai dit, je vous ai dit, on ne casse pas le build. Le truc. On est d'accord que dans cette situation, ce que je vais faire, je vais jouer des tests très rapides, unitaires, d'intégration, peu importe comment tu les appelles, et je vais pousser, et puis je vais laisser aussi ma pipeline faire son job. C'est-à-dire que c'est OK aussi, dans un état où je suis, de repousser et de laisser bosser ma pipeline. On est d'accord? Oui, est-ce que j'attends le résultat de la pipeline de mon collègue pour pousser à mon tour? C'est ça ta question? Oui, je fais un changement. Tu runs ton pipeline. Oui, oui. Peu importe. Commit tout de suite, pas le résultat. Et ensuite, si tu vois que le résultat est propre au pipeline, oui. Là, tu vas corriger. Alors, si j'essaie de résumer, tu me dis si c'est bon ou pas. Si je commit très rapidement et que mon délai entre mes deux commits ne permette pas à la pipeline de me donner un statut, est-ce que je me permets de repousser? Ma réponse, c'est ça? Oui. Oui. En fait, vos tests, ils sont là pour vous sécuriser. Normalement, la pipeline, elle est là pour vous dire c'est bon, c'est pas bon. En effet, ça peut être long parfois,
Mais faites-vous confiance aussi, c'est un filet de sécurité, vos tests et votre pipeline, elle est là pour vous mettre en sécurité. Et vu que vous avez fait des petits changements et que tout le monde fait des petits changements, c'est très facile de retrouver à partir de quel moment ça a merdé. Donc du coup, c'est pas coûteux en termes d'équipe de se dire tiens, ça a merdé il y a une demi-heure parce que machin a poussé ça. Ok, ben on corrige, on repousse et puis on n'en parle plus quoi. Mais vraiment, la pipeline est là pour vous sécuriser. Elle doit être robuste et elle doit vous avertir très vite. Et généralement, alors nous, ce qu'on a, c'est que s'il y a la pipeline qui tombe, généralement, on a un message dans notre canal de discussion qui arrive en disant il y a la pipeline qui a cassé. Donc on est assez vite au courant. Et donc, c'est pas très coûteux de revenir dessus. Oui. Qu'est-ce que tu me... Alors, la question c'est, si je ne suis pas en mob, et si je n'ai pas mes collègues à côté et que je ne revois pas leur code par la suite avant de les envoyer sur le trunk, la question c'est comment je m'assure que la qualité du logiciel est bonne. C'est ça? Qu'est-ce que tu mettrais en place, toi? Eh bien, très bien, mets-en. Là, tu introduis la dette, tu vas te rendre compte un mois plus tard. Voilà. Donc en fait là, c'est la dette que tu as introduite, pour toi, elle devient plus grosse jusqu'au moment où elle est visible. Et donc généralement, moi ce que je fais, c'est que je dis stop. Il y a un truc qu'on n'a pas vu, et franchement ça me plaît pas, c'est pas satisfaisant, qu'est-ce qu'on en pense? Parce que c'est un choix d'équipe, encore une fois. On a tous des manières de coder différentes. Est-ce que l'important c'est comment est formé les 4 lignes de code que la personne a poussées, ou est-ce que c'est la fonctionnalité finale qui est importante? On est d'accord que avant même de démarrer une fonctionnalité, tu vas aller voir tes collègues, tu vas en discuter, tu vas dire bah écoutez, là je vais faire un truc un peu complexe. Est-ce que ça vous dit qu'on le fasse comme ça? Moi j'ai ça comme idée. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va pas? Donc il y a tous ces mécanismes-là à mettre en place. Et généralement vous allez les mettre en place naturellement parce que vous allez faire marcher votre cerveau normalement et vous allez éviter les douleurs. Du coup, si vous avez besoin de revue, ce que j'entends par revue, c'est par exemple, vous vous dites pendant 1 heure, toutes les semaines, on va présenter un sujet qui nous tient, chaque développeur va présenter un sujet qui nous tient à cœur parce que ça lui va pas. Et c'est OK. N'hésitez pas à faire ce genre de truc. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est que l'équipe s'aligne sur les pratiques et que tout le monde soit OK avec ce qui est fait. Là, c'est dans le cas où vous n'êtes pas en pair, vous n'êtes pas en mob, vous êtes chacun de votre côté. Le problème, c'est toujours la même chose. Ce que résout le mob comme problème, c'est l'alignement de l'équipe. Comment tous les développeurs tirent dans la même direction pour atteindre un niveau de qualité satisfaisant au sein de l'équipe. On est d'accord, si quelqu'un fracasse la pipeline 4 fois par jour, généralement, vous allez le voir et vous allez lui dire c'est quoi le problème. Vous n'allez pas juste corriger ce qu'il est en train de faire. Vous allez le voir parce que c'est douloureux pour vous. Donc là, c'est pareil, vous allez mettre en place des stratégies qui ne sont pas un problème de branche, qui n'est pas un problème de Git, mais qui est un problème d'équipe. Et donc, je ne suis pas en train de dire que la revue c'est mal, je suis juste en train de dire que la revue, j'en fais en permanence. Parce que les collègues, ils sont à côté de moi. Et qu'avant même d'écrire une ligne de code, quand je leur dis, voilà, moi je pense faire ça, il y en a un qui fait, moi je suis pas tout à fait d'accord. Ok, t'es pas tout à fait d'accord, donc on en discute. C'est juste que toi, tu délayes un peu cette revue-là. Le problème de délayer cette revue-là, c'est que c'est très dur, comme tu l'as dit, de revenir dessus. Plus tu détectes tard un problème, et plus c'est coûteux. Et plus tu as de risques que ça reste dans ton code, en effet. Et mon temps est terminé, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre attention, et bonne fin de journée.